J'ignore quelle heure il est, et je ne veux pas le savoir. Je présume que le phtor est proche. Saïd, le gardien, s'en est allé par le sentier en contrebas de la maison, rejoindre avec lenteur la ferme de ses parents, sise à quelques centaines de mètres de là, pour rompre le jeûne, me semble-t-il. Du soleil ne reste plus que l'aura orange coloriant l'ouest de sa chambre. La lumière plus jaune a déjà disparu derrière les collines les plus proches. Un balai d'oiseaux blancs s'est improvisé, tandis que mon chien s'allongeait à mes côtés. Je les vois s'égayant au loin à présent, profitant des courants parmi les vallons et les fêtes de la forêt voisine. Je suis fin prêt. Sur la table basse que j'ai portée sur le toit, à droite du fauteuil qui sera mon trône pour ce sacrement, m'attend le nécessaire pour trinquer à l'événement. Des gourmandises, une bouteille de vin rouge marocain, quelques friandises, mon cendrier, mes cigarettes, mon petit joint déjà roulé et le lit. Le lit que j'ai hissé sur ce sommet terrasse de la Maison Blanche, flanqué de 2 oreillers confortables. Je l'ai couvert de 3 couvertures, en prévision des fraîcheurs nocturnes que le lieu ne manque jamais d'offrir par la grâce d'Alizé toujours virevoltant, libre de tout obstacle géologique. Je ne veux pas être dérangé par le froid. Je veux que cette nuit se déroule sans réserve, que rien ne vienne polluer cet équilibre. Il n'y a pas un nuage, pas un seul nuage. J'en devine que la lune me fera peut-être le cadeau béni de son absence tant espérée. Je vais donc sans doute assister au plus beau ciel que la nuit m'ait jamais offert encore depuis que je connais ce paradis. Ce ciel qui sera mon toit ce soir. Ce ciel sous lequel je dormirai. Ainsi que Nedjma m'a invité à le faire, par l'exemple, lorsqu'elle fit du sommet plat de cette maison sa chambre divine voici 2 mois, lorsque nous vînmes nous isoler ici une nouvelle fois. Je suis cerné de collines, toutes plus douces et plus poétiques que les autres. Certaines dont la crête est parsemée d'arbres isolés, d'autres presque nus, sous leur simple tapis d'herbe jaunie par la chaleur des dernières semaines, parées de timides buissons joufflus et d'arbustes modestes. Si je devais les compter, je jugerais qu'elles sont une 50aine à se distribuer gentiment tout alentour, jusqu'où porte le regard. La plus proche de toutes, bordant littéralement le sud de la maison, s'élève sans prétention jusqu'à quelques mètres de là, dépassant à peine la hauteur de la bâtisse carrée immaculée de chaux. Le point culminant de ce point de vue. Elle est nue. Quelques blés jaunis s'y meuvent, presque alanguis, quelques rares minuscules bosquets la décorent sans ambition, tandis qu'à son sommet, seuls 5 petits arbres se découpent sur l'azur qui les environne, espacés chacun de quelques pas, comme une famille s'épargnant sagement toute cohue. C'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Cernant le bas de la maison, au versant du levant, quelques jeunes oliviers bruissent élégamment, mollement balancés par une brise, s'amusant parfois à se faire bourrasque, brève et mutine. Leurs feuilles sont autant de petites langues d'un vert tendre argenté qui scintillent, profitant des dernières lueurs que l'ouest autorise encore. Lorsque je me tourne vers lui, l'aura de l'astre n'y est plus désormais qu'un léger ruban chromatique, diluant ses nuances. À la faveur d'un regard qui s'élève à peine, le violine qui rase l'horizon de ce mamelon occidental, tel un cerne de bord de paupières lasses, se teinte de brun, puis d'orangé désormais sans éclat, opaque presque, puis d'un jaune fatigué dont la lueur éteinte n'est plus qu'un souvenir, puis d'un vert pâle et comme translucide, jusqu'à rejoindre par la clarté d'un bleu délavé rescapé des heures chaudes du jour, les restes d'un azur sans ombre, jusqu'à l'immensité céleste désormais allumée d'un gris d'une gaieté toute printanière et dénuée de charge. Ça s'annonce. Seules 2 fines lignes ouatées zèbrent cet océan aérien immaculé à quelques volées de la lisière terrestre. 2 dérisoires traînées espiègles et solitaires, se rejoignant à leur extrémité vers le nord, à la manière d'une flèche indiquant ma Mecque, la maison de maman. 2 avions qui me font la grâce de ne pas être entendus de leur altitude,
dessinent eux-mêmes comme deux queues de comète sur leur passage mutique. De sa diagonale tendue depuis sa cachette toute neuve, le soleil irise leur fumée d'échappement d'un flamboiement qu'on croirait de feu. Deux minuscules comètes cheminant chacune dans un sens contraire, l'une vers le nord-ouest, l'autre vers le sud-est. Au sol, à quelques pas de la clôture, sous l'exact alignement des bolides ailés, se repose une jachère d'ancienne culture céréalière où broute un âne qui ne sait pas même qu'ils existent et qu'ils passent au-dessus de ses oreilles légendaires. Il fait une température ventilée exquise, de celle suffisante pour porter une veste légère. Je suis bien couvert. Seuls mes joues et mon crâne profitent de ces lampées de brises joueuses entrelacées. Je suis bien. Et je pense à ma petite maman sur son lit d'hôpital où je prie qu'une nuit douce la réconforte. Je rêve d'un jour la mener jusqu'ici. J'aurais tant aimé. J'aurais tant aimé aussi y conduire mon père. Il aurait adoré cet endroit. Il aurait adoré cet endroit. Ce soir, ils dormiront ici à ma place. Je ne dormirai qu'à leur côté. L'Ouest n'offrant plus de spectacle, à présent que Sa Majesté repose dans ses appartements secrets, je viens de changer de direction. J'ai tourné mon fauteuil pour faire face à l'Est qui a grisé déjà son bleu ensommeillé. C'est un gris terne. La nuit s'initie. Et c'est une erreur de dire que la nuit tombe. La nuit se lève, comme le jour. Elle se lève à l'Est, avec la lenteur d'un drap de lin retiré par son jour bâillant. La nuit se lève. Je mets ma capuche, puis je l'enlève, au gré des rondes improvisées par les souffles sans entrave. Des rondes s'étirant hilares jusqu'à se déchirer parfois pour se resserrer soudain et s'élargir encore à n'en sembler plus finir, vaincus pourtant par l'épuisement jubile et tenus assises au silence momentané, tandis que d'autres, moins proches celles-là, entament de se lever pour danser de plus belle, à faire chanter d'autres feuilles, d'autres branchages, d'autres herbes folles, d'autres brindilles cliquetant de sécheresse. Tant d'hommes ont déjà contemplé cet exact et même paysage. Depuis des millénaires, tant d'hommes. On le sait depuis peu, l'humanité sans doute est bien née au Maroc. En tout cas, la plus ancienne trace d'hominidés jamais découverte l'a été voici 2 ans, dans une contrée du centre du pays. Tant d'hommes ont déjà contemplé cet exact et même paysage. Tant de jeux qui se sont émerveillés de cette humble splendeur, de ces courbes molles, de cette douceur sans pareille, de cette gentillesse. Combien le contempleront encore après moi? L'homme saura-t-il garder sauf encore longtemps ce joyau de nature épargné? Oh, je prie que oui. Je regarde mon chien, couché comme à l'habitude à quelques mains de moi. Je regarde mon chien, que je n'ai pas choisi, que la vie m'a imposé. On devrait toujours accueillir ce que la vie nous offre, qu'on n'attendait pas. Mon chien fut un tel virage de mon chemin. Je crois pouvoir dire que c'est lui qui m'a fait voir. Voir ce que c'est que ça, être une vie. Il a ouvert une voie que cette colline a parachevée. On ne devrait jamais refuser ce que la vie nous offre qu'on n'attendait pas, car ça n'est jamais là par hasard, car ça n'est jamais là en vain, pour qui sait l'accueillir. Quelle que soit la direction qu'emprunte mon regard, l'horizon est à ma hauteur. Ainsi, je m'endormirai bientôt sous une coupole inaltérée. D'ici quelques minutes, je n'aurai rien d'autre à voir, rien que l'univers. Et seulement ça. Quelle bénédiction. Je vais dormir le nez collé à l'univers. En face. Juste en face.
La première vient juste d'apparaître. Il est 19h53. Elle est plantée là, dans l'axe exact de mon regard porté droit devant, à quelques 45 degrés du sol. Un avion passe à l'instant à son côté. De minuscules points luminescents et dérisoires de petitesse, mais visibles. Je cherche sans tourner la tête par le simple mouvement de mes yeux à identifier si j'en perçois une autre. Pas encore. Je n'y tenais plus, je viens de tourner mon lit pour ne pas regretter lorsque le sommeil me prendra de n'être point installé aux meilleures places pour le spectacle suprême. Oh, je suis prêt. Bêtement, je viens de me surprendre à maugréer quelque chose comme un « Mais enfin, ils vont pas éteindre ce lampadaire ?» parce qu'à l'arrière de moi demeure toujours une certaine lueur blanchâtre que j'ai crue sans réfléchir, celle d'un éclairage artificiel, urbain, quand je me sais pourtant à plus de 10 kilomètres de tout village, et qui n'est bien sûr qu'un dernier vestige solaire que mon impatience verra bientôt s'épuiser peu à peu. Je me sens un spectateur privilégié qui s'impatiente avant le début du spectacle. L'étoile seule, tel le rideau rouge d'une scène légendaire, est déjà quelque chose à regarder. Quelque chose qui réserve encore la surprise, qui tient encore la surprise, qui protège encore la surprise à venir. Je suis tout tremblant de me trouver aux premières loges de cette représentation que j'ai tant attendue, et depuis tant d'années. Être seul, sous un ciel sans lune, à la colline. Moi seul et le ciel. Que le rideau se lève. Le gris est rendu presque uniforme devant moi, c'est un gris souris. L'étoile du berger est exactement le centre de ma focale directe. Mon regard tourne autour d'elle, axé sur elle. Je suis prêt. Je suis allongé sous les draps et les couvertures. Ma tête calée sur 2 oreillers généreux et doux pour qu'elle puisse conserver sa position oblique, tandis que l'ouest n'a pas encore éteint toute sa lumière. Comme je suis bien. J'ai enfilé ma capuche. J'entends des oiseaux piailler d'une joie si légère qu'elle en semble originelle. Et le chant des alizés dans les herbes, les blés et les feuillages. Quelques criquets s'échauffent pour leur concert crépusculaire à venir. Une seconde plus modeste encore vient de montrer son nez. Elle scintille à mon nord-est. Comme elle est humble et qu'elle n'est pas la première, elle semble ici comme déplacée, comme une comédienne sans rôle d'envergure. Une figurante, une silhouette presque. 20h06, une troisième a l'air de poindre. J'ignore comment indiquer les distances la séparant des 2 précédentes, mais à mon échelle, je dirais qu'elle est à 10 cm de la première. 20h07. Alors que je me formulais qu'une 4e apparaissait, à gauche de la première, à 30 cm d'elle, dirais-je, voilà que faisait son entrée la 5e. En contrebas, à quelques 50 cm sur la gauche de son aîné. 20h08, je viens de soulever légèrement la tête et découvre une gentille poignée d'une dizaine de nouvelles à disposition vers le haut de ma gauche. Je réalise que si je rabaisse plus encore ma tête pour la placer exactement à l'horizontale du lit, un autre groupe de 5 ou 6 se tient également là. Il n'y a pas de lune. Mon Dieu, il n'y a pas de lune. J'ai tant rêvé d'être un jour seul face à l'univers. Seul, en sécurité, une nuit d'été sans nuages et sans lune. J'avais un rendez-vous. Je m'apprête à le vivre. Et vous le raconte à l'instant même où il se déroule. Lorsque je couche ma tête à l'horizontale du sol, sur le lit, je ne trouve rien à voir dans mon champ de vision qu'une légère ornière très fine et sombre qui bientôt sera noire, en bas de ma gauche, ainsi qu'une autre légèrement plus épaisse mais plus courte en bas de ma droite. Sinon, je vous jure que même en retirant ma capuche tout entière pour qu'elle n'obstrue rien de ce qui m'est visible, je ne distingue rien d'autre que le ciel qui est en train, si lentement, de s'éveiller pour mes yeux seuls.
Oh ma Cassimi, quel cadeau tu m'as fait de me montrer que tout ça était possible. De me montrer que c'était juste possible, et simplement possible, de vivre ça. Quel cadeau tu m'as fait. Je crois que qui n'a pas vécu un tel moment une fois dans son existence, n'a pas exactement vu. Étonnamment, ce que j'avais imaginé devenir le plus rapidement sombre, l'Est, ne l'est pas. Le plus sombre, et ça m'est une surprise, réside exactement au centre de cette vision ahurissante qui me fait face. Je suis en face. Mes yeux sont exactement dans l'alignement parfait du centre le plus obscur de ce ciel. Et pour l'instant, c'est celui où je ne compte aucune étoile. Et je m'en sens très étonné. C'est très surprenant, mais le ciel me semble désormais un point central anthracite cerné d'un immense disque de plus en plus laiteux qu'on se rapproche des horizons. Je me demande ce qu'est cette lumière diluée, distribuée tout autour de ce disque. J'avais plutôt imaginé que c'est elle qui disparaîtrait et que l'Est s'assombrirait en premier. Mais ça n'est pas ce qui se passe. Le nadir seul est obscur. Et déployé autour de ce centre éteint, une nuée laiteuse jusqu'à un gris très clair à l'horizon tout alentour poursuit de lui faire comme une robe de derviche tourneur soulevée par ses rondes de toupie. Mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de voir ? C'est d'une beauté. Et ça ne commence qu'à peine. Voilà un quart d'heure que je ne sais plus raconter. Parce que je me trouve pris, saisi par ce que je vois. Bien trop occupé à être avalé, happé, consommé, dilué par le balai, pourtant timide encore. La lueur de lait n'a pas encore disparu des bordures du disque d'univers. Des chiens de ferme improvisent des cantates, ici et là, au lointain, très au lointain. Le centre noir s'élargit lentement. Étonnamment, c'est pourtant toujours là que je ne note aucun astre. Je découvre que la première étoile qui s'est éclairée est désormais devenue fade. Ma position n'a pas changé, elle est toujours face à moi, mais je pourrais à présent ne pas la remarquer parmi les nouvelles sensiblement plus brillantes ou plus proches. Ce que je distingue désormais de l'immensité qui me fait front est un centre noir, encore augmenté, bordé d'une couronne d'astres scintillants sur un fond anthracite soutenu, elle-même cerclée d'une large auréole circulaire encore laiteuse, n'était quelques minuscules points de luminosité, la perçant pourtant avec vigueur par endroits. On ne devrait pas savoir qu'il y a l'univers. Je veux dire, on ne devrait pas le savoir seulement. On devrait le voir. Le voir. Je suis médusé. Et pourtant, l'apothéose n'a pas encore tenu sa partition. Il n'est que 20h36. Le rideau achèvera de se lever d'ici une vingtaine de minutes, me semble-t-il. Je commence à voir apparaître les premières organisations d'étoiles, minuscules mais très scintillantes au centre du disque noir. Je dors cette nuit dans le plus grand palace du monde. Le plus grand palace du monde. Et mon chien s'en fiche. Il est avachi, le nez écrasé au ciment du toit. Lorsqu'il se lève pour changer de place, il demeure le museau pointé au sol. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Comme moi, il y a si peu encore. Je me demande si la Voie lactée sera au rendez-vous. La divine. Nous n'y sommes pas encore tout à fait. Il est 20h42, mais les choses se précisent. Les scintillements se renforcent. La zone d'obscurité s'élargit encore. Elle remplit à présent une presque moitié de la coupole. Le réel s'affine. Et je bénis cette existence qui m'offre de passer ainsi des heures à n'être pris par rien d'autre que ce que je vois.
J'en regarde la terre comme un obstacle qui m'empêcherait de contempler avide l'autre versant de cette infinité. Un avion me fait la gentillesse de passer, moi qui râle toujours de la moindre et rarissime pollution technique en ce lieu de nature épargné, et ce faisant, me révèle la profondeur de ce qui me fait face. La profondeur. Et les mon Dieu qui pleuvent de ma bouche, comme autant de spasmes délicieux dans des soupirs inextinguibles de béatitude. Quelques satellites improvisent des danses complémentaires, gracieuses et aimables. Je ne vais plus oublier que je dors face aux profondeurs absolues, seul face à l'univers. Pas un bruit de pas sur les graviers des pistes environnantes à des kilomètres à la ronde. Seul, avec mon toutou, face à l'univers. 20h58, elles sont désormais des nuées. Le bulbe d'obscurité a encore gagné et rempli à l'instant les 3/4 du dôme céleste. Ne demeure plus qu'une légère langue évanescente qui devrait achever de s'exténuer d'ici un petit quart d'heure si j'en juge le tempo de son effacement progressif jusque-là. 21h06. Je repose mes yeux qui commencent à fatiguer sous la vision de tous ces scintillements fixés et me persuade que plus je parviendrai à les garder fermés, plus la surprise en sera renforcée lorsque je les rouvrirai plus tard. Mais il me faut alors veiller à ne pas ainsi m'endormir sous mes paupières closes. Je me suis endormi. Mais j'avais programmé une minuterie qui me réveillerait toutes les heures pour ne pas me faire dérober cette nuit de diamants par un sommeil mal élevé. Pour voir, toute la nuit durant, je me suis endormi. Quel cadeau! La Voie lactée trône au faîte de mon réveil. Sublime. Elle barre le ciel de sa poésie vertigineuse, pile en face de ma couche. Le plat de son étendue si vaste qu'il faut à la lumière 100 000 ans pour le traverser. 100 000 ans, à la vitesse de la lumière. Le savoir aide à mieux voir. C'est son unique fonction. La vision se nourrit de ce qui est déjà su. Mais il en subtilise souvent, hélas, la suprématie. Je me demande à quoi pensaient les hommes de l'Antiquité lorsqu'ils regardaient ce ciel-là, cet exact et même ciel-là, lorsqu'ils ignoraient que chaque étoile était un autre soleil, lorsqu'ils ignoraient qu'ils ne voyaient à l'œil nu que les proches voisines d'une galaxie comptant 2 à 3 centaines de milliards d'autres qu'elles, lorsqu'ils ignoraient que certains points étaient eux-mêmes d'autres galaxies, par dizaines de milliards elles aussi. Qu'est-ce donc que cette équation ? Comment, dans une si minuscule et dérisoire entité, l'homme, pas même atomique à l'échelle de l'univers, tant peut-il être vu et connu. Tant. N'être à ce point rien et être saisi par la pensée du tout. Je me demande si ces nuées un ton plus sombre au cœur de tout ce noir, criblé d'étoiles, sont ces fameuses nébuleuses qu'on raconte les pouponnières d'astres en gestation. Je ne peux pas ne pas noter le caractère presque grave, la tonalité presque sérieuse, le solennel puissant de mon émerveillement. Je crois que devant la vérité, le cœur bondit de joie, mais sans sourire. Que se passe-t-il ailleurs, dans cet inconcevable gigantisme ? Je ne sais plus que me taire.
je soupire. Mon cher Anas, j'ai monté un matelas de la chambre de tes enfants sur le toit de ta maison, sans préjuger de ce que tu en penserais. Je réalise que l'idée pourrait te fâcher, mais tu m'as offert une deuxième chance dans cette existence avec cette maison. Et tu m'offres ce soir un face-à-face inégalable. Devant un tel gigantisme et un tel équilibre, on se doit d'abdiquer. La foi est offerte à ceux qui voient l'œuvre. Je réalise que je reste bouche bée, saisi, pétrifié, pendant d'innombrables minutes. Nous ne sommes qu'un non-événement de cette immensité qu'il nous est donné de contempler lorsque le vide sait faire toute la place en soi. Je crois qu'aucune autre compagnie ne m'est désormais plus douce que celle de l'évidence. L'homme débute. Il gesticule d'immaturité. C'est un adolescent furibond, irrespectueux de toute autorité, cupide, avide, injuste, en lequel sommeille encore un homme à venir, une lumière. Un jour, l'homme verra qu'il n'est rien. Avez-vous vraiment regardé l'univers en face? L'avez-vous vraiment fait? Vous êtes-vous donné ce temps? Vous êtes-vous donné cette solitude et ce silence? Vous êtes-vous retranché, loin de tous, face à lui? Vous êtes-vous réellement offert cette chance? Vous êtes-vous, une fois seulement rendu possible, cette rencontre? À si peu s'en faut, tout mon champ de vision est à l'univers, dont je vois la réalité, dont je perçois la profondeur. Face à lui, nez à nez. L'homme ne manquera pas à l'univers. Et dire que ce que je regarde est rien dans l'infini de cette immensité hors de portée de mes pauvres yeux. Et dire que je m'y noie pourtant de cette eau de vie. Je viens de contempler une des plus longues et des plus larges étoiles filantes de toute mon existence, et j'ai lancé un vœu sans le diriger, attendant qu'il parvienne quelque part de lui-même, sans mon intervention. C'est maman qui l'a emporté. J'ai lancé mon souhait, il a volé jusqu'à elle. Une deuxième étoile filante, plus longue, plus lente, plus proche encore, sublime de poésie. Et c'est encore maman qui l'a reçue, sans que je ne le choisisse, par l'évidence du moment. Et dire que ce qui me rend vertigineux à l'instant n'est qu'une ridicule et dérisoire part de la Voie lactée, elle-même si ridicule et dérisoire part d'amas de galaxies, eux-mêmes si ridicules et dérisoire part de super-amas plus vastes encore, eux-mêmes ridicules et dérisoire part de tout le reste. Un crapaud, tout apprêté pour son grand bal du soir, me remémore de ces appels coatiques de séducteurs sublimes d'apparente laideur, que la vie existe, que la vie est en train d'exister. Tandis qu'un chien lointain lui répond, avec vigueur, et qu'un piaf noctambule se fait l'arbitre de leur conversation enchantée. Je n'existe plus. Je suis en face. Juste en face.